Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, hashtag la chaîne qui claque comme d'habitude. La Taloche, c'est la chaîne qui met un gros coup de poing ou un gros coup de main plutôt dans ta gueule ou même dans les programmes que vous n'aimez ou n'aimez pas. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale comme diraient tous les youtubeurs. Je vais vous parler d'AEW Dynamite et de WWNXT dans la même vidéo. Je sais, c'est un format que vous avez jamais entendu sur le catch francophone YouTube. Et je le fais pour vous parce que vraiment, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais commencer par AEW Dynamite. Parce que c'est, comme dirait ma grand-mère, on termine avec le meilleur. Et c'est certainement pas AEW Dynamite. Le show commence avec Jake Roberts. Jake Roberts qui, comme d'habitude, assis dans un fauteuil qui a l'air très très confortable. Et qui parle un petit peu de ce championnat TNT qui va commencer ce soir avec le premier quart de finale. Mais il dit surtout que c'est son poulain, son client, Lance Archer, qui va tout démonter sur son passage et que Mark Austin, il s'en rappelle la semaine dernière tout simplement parce qu'il a été jeté depuis le ring directement dans le public. Voilà, quelque chose d'assez violent, j'espère que ça va pas vous traumatiser outre mesure. D'ailleurs, en parlant de Lance Archer, c'est lui qui commence le show en battant un jobber. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Rien du tout. Lance Archer qui bat des gens beaucoup plus petits que lui. Est-ce que ça en fait quelqu'un de bien? Certainement pas. Est-ce que ça en fait quelqu'un de fort? On n'est pas encore sûr. Le match suivant, c'était un match qui m'a étonnamment étonné. C'est Hikaru Shida et Britt Baker qui sont affrontés. Là, vous allez me dire, waouh, Britt Baker, ça t'a étonné? Oui, tout simplement parce qu'elle s'est fait péter le nez durant ce match. Et qu'elle a fini le match le visage en sang et que ça a très très bien fonctionné tout simplement parce qu'elle a réussi à jouer avec ça. Donc certes c'est pas une très très grande catcheuse sur le ring, mais elle a réussi à avoir de l'attitude durant cet affrontement. Malheureusement pour elle, elle n'a pas gagné cette confrontation. C'est Hikaru Shida qui a réussi à faire la différence et à finir ce match avec sa finisher, hein, le coup de genou directement en se projetant depuis les cordes. C'est un move tout à fait basique en fait, hein, c'est un coup de genou à la volée. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hikaru Shida qui continue à être construite comme challengeuse crédible en tout cas au titre de Nyla Rose pour l'avenir. Britt Baker qui, j'étais d'ailleurs étonné hein, qu'on ait un match comme ça entre les deux à ce moment là, mais Britt Baker qui continue à avoir son personnage de méchante de heel qui continue à progresser, qui commence de plus en plus en tout cas à marcher, à fonctionner je trouve. Et voilà, du coup j'ai hâte de voir la suite autour de son programme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va aller confronter quelqu'un? Est-ce qu'elle va continuer à un petit peu mettre des bâtons dans les roues d'Hikaru Shida? Pourquoi pas essayer de s'immiscer dans ce match de championnat? Voilà, à voir, à voir ce qui va se passer à l'avenir. On a également le meilleur catcheur de la planète, on pourrait le dire, Kenny Omega, qui est avec son ami Michel Nakazawa dans les vestiaires et qui s'échauffent un petit peu tous les deux parce que ce soir ils ont un match contre les best friends Chuck Taylor et Trent. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus. C'est Kenny Omega et Michel Nakazawa. C'est clairement, voilà, c'est du comédie. À ce moment-là, je me dis putain, ça va être du comédie match. Mais faut pas que ça soit trop long et malheureusement le match qui est passé juste après il était beaucoup trop long. Voilà, il a duré plus de 15 minutes et j'ai trouvé ça long. Il y a eu beaucoup trop pour moi de near fall, donc de dégagement alors qu'il y avait des finishes, des gros moves importants et ça m'a sorti du match. Voilà, quand je vois Michael Michael Nakazawa qui se dégage des moves des best friends une fois, deux fois, trois fois, je dis bon c'est bon, ça commence à me casser les coups. Et voilà, j'ai pas réussi à finir ce match en étant positif alors que je commençais en me disant bon ça va être un match assez rapide qui va être sympa. Et ça n'a pas été le cas, donc voilà, il y a eu le moment marrant avec Orange Cassidy qui se met sur le ring, Michel Nakazawa qui lui pique ses lunettes et Orange Cassidy ressort des lunettes de sa poche, le mec il a les lunettes infinies. Voilà, je sais pas si quelqu'un a fait peut-être Orange Cassidy dans Animal Crossing, mais je pense que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un ici. Et du coup voilà, c'est une victoire des Best Friends après de multiples attaques sur Michel Nakazawa. J'allais dire Michael, mais on est français, on parle de la France. Donc voilà, Kenny Omega qui prend une défaite, certes pas très importante parce que c'est surtout son coéquipier qui l'a prise, mais voilà, j'ai pas trouvé ça forcément plus utile que ça crédibilise pas forcément les best friends non plus, parce que sur le coup ils ont joué
Ils jouent un petit peu les méchants, un petit peu les heals en se concentrant sur le catcheur faible du duo. Voilà, pourquoi faire forcément ce programme-là. Je suis pas très... J'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils ont créé ce programme-là, mais pourquoi pas. On a également eu une promo de Brody Lee, le leader du Dark Order. Comme toutes les semaines, il fait une petite promo. Et après, ensuite, il a fait un match qui était aussi très rapide. Donc voilà, Brody Lee qui continue à renforcer son personnage de leader du Dark Order. Costard cravate, beau gosse d'ailleurs, Brody Lee. Voilà, il tourmente un petit peu ses sbires en jouant psychologiquement avec eux, en les faisant faire pour des subordonnés. Voilà, clairement, c'est des mecs qui sont en CDD et ils ont envie d'avoir un CDI. Et du coup, le patron il leur met un petit peu la pression. Voilà, donc du coup après on a eu le match qui était encore une fois contre un jobber, donc victoire très rapide de Brody Lee. Voilà, Brody Lee, ça fait 3 semaines qu'il est là, et là pour le coup cette semaine je me suis dit merde, ça tourne en rond. Et voilà, je sais pas si c'est forcément dû aux circonstances actuelles où on est sur du sur du quoi, comment je pourrais dire, on est sur du coronavirus, donc voilà, c'est un petit peu plus limité pour raconter des choses, j'imagine. Mais voilà, Brody Lee, ça tourne déjà en rond, voilà, c'est vraiment dommage, c'est vraiment très très dommage. Dans le show, on a eu également une très bonne promo, j'ai trouvé, pour un petit peu mettre en avant le programme entre Jon Moxley et Jack Hager. Apparemment, le match va avoir lieu la semaine prochaine. Donc on a une très très bonne promo qui met vraiment bien en avant Jack Hager, notamment son côté MMA, parce que c'est un combattant de MMA, même s'il a fait, il me semble, que deux matchs MMA, et voilà. Et du coup, là, on a une très très bonne promo qui fonctionne très bien, et d'un seul coup, on se dit, putain, Jack Hager, il a l'air dangereux, et Jon Moxley, il a l'air présent. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça a bien fonctionné avec moi. Et surtout, pendant cette promo, je me suis dit, putain, c'est dommage qu'ils ont montré ça il y a 2 semaines, enfin qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait il y a 2 semaines, donc c'est-à-dire que Jack Hager déjà batte, il me semble que c'était quoi, c'était Quitty Marshall peut-être, je ne sais même plus, mais voilà, il a battu quelqu'un d'insignifiant. Et juste après, il y a Jon Moxley qui arrive et qui lui porte son Dirty Deeds avant de partir. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, donc Jack Hager, il a fait 3 matchs du côté de WWE où il a tous remporté par soumission de manière très très bien, où il était bien mis en avant, et d'un seul coup, t'as le champion qui arrive d'on ne sait où, pour on ne sait quelle raison, et qui attaque Jack Hager et qui le met KO très rapidement, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Mais voilà, c'est dommage qu'ils aient pensé à faire une confrontation physique avant de faire cette promo là, parce que pour le coup, en regardant cette promo là, je me suis dit putain, Moxley va se faire défoncer et il va gagner sans doute par une astuce ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est dommage qu'on ait déjà eu une confrontation où Jon Moxley en tout cas a pris l'avantage. Si Jack Hager avait pris l'avantage, j'aurais trouvé ça encore plus cool. Mais là pour le coup, voilà, c'est étonnant qu'il fasse ça dans ce sens là. On a aussi une promo de Broken Matt Hardy. Putain, ça fait vraiment plaisir de dire Broken Matt Hardy. Qui est du coup chez lui, dans son garage, avec tous ces objets dont il l'affectionne tant, et qui, voilà, il provoque un petit peu Chris Jericho, et surtout, il annonce qu'il challenge Chris Jericho dans un match Elite Deletion. Donc voilà, c'est encore une fois les matchs de Matt Hardy qui sont montés en avance, qui sont un petit peu kitsch, tout ça. Est-ce que c'était prévu déjà depuis un moment, ou est-ce qu'ils se sont dit après WrestleMania où le match No Taker et AJ Styles et également le Firefly Funhouse a très bien fonctionné avec les fans, est-ce qu'ils se sont dit bah tiens, pourquoi pas relancer ça, parce que là on est un petit peu dans la hype, donc pourquoi pas faire. Je suis pas sûr que ce soit dû à ça, je vous avoue honnêtement. Je pense que c'était déjà prévu depuis un moment, depuis que voilà, ils ont pas vu qu'ils peuvent pas faire le Wargames qu'ils voulaient prévoir. Peut-être qu'ils se sont dit bon bah on va essayer de partir sur des programmes un petit peu plus voilà, avec un petit peu moins de monde, un petit peu plus fun. Donc voilà, je pense vraiment pas que ça soit dû à WrestleMania, qui se sont dit bah vas-y, on va faire un Fan Annihilation version Chris Jericho Matt Hardy. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Et je vous avoue que je m'attendais pas avant ces 2-3 semaines un programme entre Matt Hardy et Chris Jericho. Surtout parce que c'est des mecs qui ont dépassé la quarantaine maintenant et qui sont surtout vieux, tout simplement. Et voilà, je suis un petit peu étonné de ce programme entre 2 vétérans, mais pourquoi pas. J'espère juste que ça va pas prendre la place
d'un autre programme une fois que tous les problèmes liés au coronavirus seront réglés. Parce que voilà, pour moi c'est surtout un programme qui est très très cool dans cette configuration là, mais qui va très vite je pense être redondant ou en tout cas embêtant une fois qu'on sera de retour dans des salles avec beaucoup de gens et un programme où on pourra plus se permettre de choses. Donc voilà, j'espère que c'est vraiment juste un programme d'attente et qu'on va se faire plaisir durant ce programme d'attente, mais que ça va surtout être un programme d'attente. Et on a eu le main event de cette soirée qui était le premier quart de finale pour le titre TNT. Je vais revenir juste après sur le titre TNT vite fait, mais en tout cas c'est du coup Cody accompagné de sa femme Brandi Rhodes qui affrontait Shawn Spears. Donc voilà, une revanche de ce qui s'est passé à All Out en août 2019. Pour rappel, hein, les deux ont un passif, tout simplement. Shawn Spears, quand il a signé du côté de W, la première chose qu'il a fait, c'est mettre un gros coup de chaise dans la tête de Cody qui lui a ouvert tout l'arrière du crâne. Et suite à ça, ils ont eu un affrontement où Cody avait étonnamment gagné, et du coup Shawn Spears n'a depuis rien fait. C'est-à-dire depuis août 2019, pardon. Même s'il n'a pas fait grand chose même depuis août 2009. Mais voilà, il a rien fait du côté de la W, Shawn Spears pour l'instant. Actuellement on est sur un programme où ils cherchent un petit peu un partenaire, mais clairement voilà, ils savent pas du tout quoi faire avec ce programme là, parce qu'ils en parlent une fois toutes les 2 semaines et puis ça avance pas du tout, donc voilà. Et du coup c'est ce quart de finale, je me suis dit putain, peut-être qu'ils peuvent nous étonner, peut-être que on peut avoir un Shawn Spears fort. Pas du tout, c'est Cody qui gagne ce match après 20 minutes de combat entre les deux. Et du coup voilà, c'était un affrontement qui moi m'emballe pas plus que ça, parce qu'on n'a pas de surprise. La seule petite surprise qu'on va dire qu'on a à voir, qu'on a vu durant ce match, c'est la fin avec Cody qui a porté un figure 4 lock sur Shawn Spears, et il n'a pas abandonné, mais en fait il s'est pas relevé alors qu'il avait les 2 épaules au sol. Du coup l'arbitre Aubrey Edwards a compté le 1-2-3 pour que Cody gagne alors qu'il portait une prise de soumission, et je trouve ça très très cool. Parce que pour le coup, c'est un move qu'on voit souvent, ce fait de voilà, l'adversaire qui prend le figure 4 et qui met du coup les deux épaules au sol, mais qui se relève tout le temps parce que c'est assez basique. Et là pour le coup, apparemment les basiques ne sont pas acquis pour Shawn Spears, donc du coup il s'est pas relevé alors que c'est quelque chose de vu et revu. Du coup j'ai trouvé ça très très original et très très sympa comme fin. Même si voilà, Shawn Spears, Shawn Spears. Je sais pas trop quoi dire de plus, hein, c'est étonnant. Je vais faire le petit point TNT avant de passer à NXT. Le titre TNT, c'est un titre qui... voilà, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Voilà, je sais que c'est une appellation un petit peu différente pour dire titre télévision. Mais je suis étonné des compétiteurs. Je sais que, bon, comme je l'ai dit, hein, c'est forcément dû à cette période de coronavirus où tout le monde ne peut pas forcément être présent. Donc on a pris un petit peu les 8 qui sont encore disponibles pour faire un tournoi, mais je trouve ça beaucoup trop précipité. Je trouve que c'est pas forcément mis en place. Je trouve que les compétiteurs qui sont intégrés sont pas forcément les plus palpitants, et je vois surtout la finale venir gros comme un camion, donc le Cody contre Lance Archer. Je le vois venir tellement de loin en fait que ça, j'arrive pas à m'impliquer plus que ça. Parce qu'ils ont eu voilà, la bonne idée, bien sûr, en ironie, hein, ce que je dis, de lancer un programme entre Lance Archer et Cody avant de lancer le titre, enfin le championnat pour le titre TNT. Donc du coup, on a une réalité entre 2 mecs super chauds qui est mis en place dans un tournoi alors qu'ils sont pas du tout dans les mêmes tableaux. Donc on sait qu'ils vont se retrouver à un moment et ils vont se retrouver forcément en finale. Donc voilà, je suis très très déçu de ce tournoi pour l'instant. Déjà parce que le premier match était pas foufou, mais bon, ça c'est un avis personnel, mais surtout parce que j'ai l'impression que ça met pas les bonnes stars en avant. Donc voilà, c'est un programme d'attente. Je pense qu'ils avaient déjà dans l'idée de lancer ce championnat, ce titre dans un avenir proche, mais du coup ça a été un petit peu plus précipité dû aux circonstances du coronavirus, et du coup le fait qu'il y a beaucoup de catcheurs qui sont pas présents, donc il faut mettre aussi ceux qui sont présents en place pour essayer de créer un programme d'attente qui maintient aussi les fans sur plusieurs semaines.
Mais voilà, je suis plutôt globalement déçu de cette annonce, et surtout je pense, en tout cas, peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous dire mais pas du tout, c'est pas du tout ce qui va se passer. Mais moi je suis quasiment sûr qu'on va avoir une finale Lance Archer contre Cody, donc voilà, je suis pas impliqué plus que ça dans ce tournoi malheureusement, même si je pense que les matchs vont être assez sympathiques. On va passer aux cerises sur le gâteau, au dernier show de ce weekly, de cette semaine catchesque pour ma part. C'est NXT. NXT toujours tourné au Performance Center à huis clos. On a eu 2 matchs qui étaient clairement des matchs de TakeOver Tampa Bay qui n'a pas eu lieu, qui n'aura jamais lieu d'ailleurs parce qu'il a été annulé. Donc du coup on a décidé de dispatcher un petit peu les matchs dans les weekly de NXT. On a eu la semaine dernière Keith Lee et Keith Lee contre Damien Priest contre Dominic Dijakovic, qui était un très très bon match à 3, qui a vu Keith Lee du coup s'imposer et conserver sa ceinture nord-américaine. Et du coup cette semaine on a eu 2 autres matchs qui devaient être à Tampa Bay. C'était le match de l'échelle féminin pour déterminer la nouvelle challengeuse au titre NXT, et également le Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Donc voilà, je vais en parler très très rapidement parce que c'était pas un très très gros show. On a eu 3 matchs en gros, 2 matchs et un segment on va dire, et quelques promos voilà pour mettre un petit peu en avant. Donc je vais revenir sur ça très très rapidement. Le premier match, du coup, c'était le match de l'échelle pour déterminer la nouvelle challengeuse numéro 1 pour le titre féminin, désormais à Charlotte Flair, le titre NXT. C'était un match où il y avait Candice LeRae, Mia Yim, Io Shirai, Tegan Nox, Chelsea Green et Dakota Kai. 6 femmes plus talentueuses les unes que les autres. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans cette magnifique preview de WrestleMania du côté du Fatal 4-Way, Io Shirai a remporté la victoire. Voilà, j'étais pas étonné de cette victoire. Le match était quand même très très cool. Voilà, je vous invite vraiment à aller le voir. Forcément, ça, sans public, c'est un petit peu moins passionnant, mais le fait qu'il y a 6 femmes compense largement ce manque de public, même cette non-présence de public du coup. Et du coup, c'est Io Shirai qui arrive à s'imposer à la fin. Voilà, d'une très belle manière. Et on a aussi une intervention durant l'affrontement de Raquel Gonzalez, peut-être, je sais pas comment on prononce, qui est du coup la garde du corps, on pourrait dire, de Dakota Kai, qui est intervenue durant cet affrontement. Et forcément, il y a Tegan Nox qui est dans les parages, donc du coup ils essayent un petit peu de se mettre sur elle, parce que Raquel Gonzalez c'est quand même un sacré gabarit. Et du coup Mia Yim et Tegan Nox arrivent à faire partir Raquel Gonzalez en la faisant passer à travers une table. J'ai bien apprécié ce petit programme. Surtout que ça nous rappelle un petit peu que Tegan Nox et Dakota Kai sont toujours en rivalité, on pourrait dire. Donc pourquoi pas, je vais dire rentamer, même si un autre programme plus tard dans la soirée, on se dit c'est dommage qu'ils aient rentamé pour ça. Mais voilà, Tegan Nox, Dakota Kai, c'est un programme qui est toujours qui a bien fonctionné, même dans cette configuration là de match de l'échelle avec 6 femmes. On fait des rappels, Mia Yim qui est présente, qui a fait une bonne prestation aussi, Tegan Nox qui est d'ailleurs même passé à travers une échelle, assez impressionnant pour le coup. Chelsea Green qui a très très bien joué son personnage, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être un petit peu râler en se disant putain elle a rien fait du match, ils l'ont mis à l'extérieur, elle était soi-disant blessée au genou, elle a pas fait grand chose. Mais en fait elle joue tellement bien son personnage de meuf insupportable que j'ai trouvé que c'était super bien fait. Le fait qu'elle soit accompagnée en plus de son manager Robert Stone, ça fonctionne très bien. Lui aussi il a une tête à claque incroyable. D'ailleurs je suis plutôt étonné de le voir en manager qu'en catcheur, parce que c'est un catcheur plutôt correct, hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez le voir du côté de TNA Impact à l'époque, quand il se faisait appeler Robbie E. Bonne carrière par équipe d'ailleurs. Et voilà, ils sont toutes plutôt bien sortis de cet affrontement. Candice LeRae aussi a fait une très très bonne prestation, et voilà, c'est une victoire logique, on va dire, d'Io Shirai qui devient du coup nouvelle challengeuse numéro 1 pour le titre NXT, Charlotte Flair qui est du coup la championne maintenant. Donc voilà, on peut s'attendre à vraiment, comme je l'avais dit du coup dans la preview de WrestleMania avec le Fatal 4-Way, pour moi Io Shirai et Charlotte Flair c'est clairement un futur match 5 étoiles s'ils ont les moyens de faire un truc incroyable. S'ils ont du temps et de la place, ils peuvent vraiment faire un très très bon match de catch. Et je pense que ça va être le cas. Donc voilà, hâte de voir la suite autour de ce programme là.
Forcément je vais pas le rappeler à chaque vidéo, mais c'est quand même très très dommage qu'on n'ait pas de public, parce que un Io Shirai Charlotte Flair avec le public d'NXT ça aurait pu être incroyable, vraiment incroyable. Donc voilà, on a ensuite eu une promo pour un petit peu nous rappeler cette rivalité entre Finn Balor et Walter du côté d'NXT UK. Voilà, donc on a eu même une rediffusion pardon, de l'affrontement entre Finn Balor et Alexander Wolf du côté de NXT UK. Voilà, on rappelle cette réalité, donc elle n'est pas jetée du tout à la poubelle. On va continuer à avoir un programme entre les deux, donc ça peut être très très intéressant. Finn Balor du côté de NXT UK, c'est aussi très très intéressant. Ça le permet aussi de ne pas le faire forcément tourner en rond du côté de NXT aux États-Unis. Voilà, je sais pas du tout où en est Finn Balor actuellement, voilà, s'il est encore aux États-Unis, s'il est de retour en Angleterre, si NXT UK a filmé beaucoup de trucs au préalable qui peuvent se permettre encore d'étaler sur plusieurs semaines. Mais c'est un programme que je trouve très très intéressant et surtout très très bien foutu. Et voilà, les programmes entre deux heels NXT, ils se le permettent souvent. D'ailleurs, Io Shirai est censé être heel à la base et Charlotte Flair est également heel. Et du coup voilà, Finn Balor et Walter, les deux sont heel, et NXT, ils arrivent très très bien à gérer ça, ils arrivent très très bien à mettre les pions là où il faut, et à créer ce non-manichéisme dont on a besoin, je pense, dans le monde du catch, et qui est beaucoup trop présent, je trouve, dans certaines compagnies, dans certaines promotions, et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. On a un deuxième match qui était l'un des deuxième des trois matchs qui a eu lieu cette soirée. C'était un match clairement de transition, hein, qui mettait surtout en place les deux nouveaux venus du côté d'NXT. C'était Rinku, voilà, là je suis en train de lire mes notes, hein. Rinku et Sorav, qui sont les deux indiens qui sont arrivés la semaine dernière, il me semble, à NXT, accompagnés de Malcolm Beaven qui est leur manager. Et du coup, ils défont deux jobbers qui sont déjà apparus plusieurs fois du côté NXT, il me semble. Je me rappelle plus de leur nom, je suis désolé, mais voilà, ils les défont très très rapidement. Et surtout, c'est là pour clairement les mettre en place pour être importants autour des titres par équipe, qui sont malheureusement indéfendables, étant donné que Pete Dunne est actuellement en Angleterre, et du coup, il ne peut pas voyager pour retourner aux États-Unis. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Matt Riddle va défendre les ceintures par équipe tout seul? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant et très intriguant qu'ils aient mis en place un programme autour des titres par équipe, alors que l'un des deux champions ne peut pas être présent. Donc voilà. Par contre, le gros reproche que j'ai à faire sur cette nouvelle équipe indienne, d'ailleurs ils ont présenté le nom mais je me rappelle même plus, c'est le gros truc qui pour moi ne passe pas, c'est leur finisher. Je trouve vraiment qu'elle est incompatible en fait avec leur physique. Les mecs sont clairement des poids lourds assez larges et tout, et ils font une finish qui, voilà, c'est une finish, c'est les Revival qui font ça, et les Revival ils font la moitié de leur gabarit, donc je comprends pas il faut vraiment qu'ils changent cette finish, hein. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais il faut vraiment qu'ils changent cette finish parce que ça n'a aucun sens, je trouve, et en plus ils le portent pas très bien, donc voilà quoi. Voilà, on a eu également une promo d'Adam Cole qui parle un petit peu de Velvet in Dream pour continuer à mettre en place le programme autour des deux. Forcément c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'ils peuvent pas se croiser, mais voilà, c'est un programme qui continue à être alimenté, on va dire, via les vidéos d'Adam Cole, qui, je le rappelle, est le champion le plus long du côté d'NXT de l'histoire maintenant. Voilà, à voir la suite de ce programme-là. Pour l'instant, il me semble pas qu'on ait vu de promo de Velvet in Dream, hein, depuis le début pas du confinement, parce qu'aux États-Unis c'était pas en confinement, mais depuis ce nouveau format, on va dire, du côté de WWE, on n'a pas vu Velvet in Dream. Donc j'espère que la semaine prochaine on va avoir une petite promo de sa part ou quelque chose comme ça, pour voilà, que la promo de cette rivalité ne fasse pas que par une seule personne. Parce que je trouve que ce serait un petit peu bête de le faire, alors que Velvet in Dream il peut en plus se permettre de faire des promos assez intéressantes avec son style qui se démarque vachement du reste. Donc voilà, à voir. On a eu également un petit revisionnage du match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley à WrestleMania 36. Donc, du coup, Charlotte Flair qui est devenue la nouvelle championne féminine d'NXT. C'est toujours bon de le rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et surtout ce changement important qui a lieu du côté d'NXT. Je vais vite arrêter la vidéo parce que je commence à bégayer. Donc du coup, voilà. Et le dernier programme qui a eu lieu durant ce show d'NXT, c'était Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Le match qui a lieu dans une
une arène un petit peu adaptée, on va dire. Il y avait qu'un ring au milieu et après sur le côté il y avait rien, à part 2-3 tables qui ont servi à être détruites avec le passage des deux à travers. Mais voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur le match en lui-même parce que c'était un match qui était monté au préalable. C'était un petit peu à la Edge contre Randy Orton du côté de WrestleMania 36, en beaucoup moins long forcément. Voilà, c'était. Je sais pas s'il a duré aussi longtemps ou pas, mais en tout cas moi je l'ai pas trouvé aussi long. Donc peut-être que c'était le rythme qui était différent. Mais voilà, c'était très très sympathique, hein. Les deux sont mis sur la gueule un petit peu près de partout. Ils sont allés à l'extérieur, montés même du haut de ce camion qui était devant le Performance Center. Voilà, j'ai bien apprécié cette confrontation. Ça m'a rappelé surtout le The Rock contre Mankind qui avait lieu dans un stade vide. Donc voilà, je trouvais ça très très cool. Ils ont pu se permettre avec le montage de faire semblant de porter des prises du haut de la troisième corde directement à l'extérieur. Voilà, c'était sympathique. On sait que c'est monté, donc ça rajoute un petit peu, je trouve, du côté gros, trop gros pour ça. Mais je trouvais ça très très sympathique. Et surtout la fin du match a vu Candice LeRae intervenir pour leur dire il faut arrêter de se battre. Qu'est-ce qu'elle fait là ici, elle est trop bizarre elle. Et elle dit vous avez vu ce que vous faites. Elle arrive alors que le match est pratiquement terminé. Je veux dire ça fait une demi-heure que les mecs sont en train de se taper dessus et t'arrives à ce moment-là, hein. Trop bizarre. Et du coup à ce moment-là elle fout un coup de pied dans les coronesses de son mari, Johnny Gargano. Et alors là on se dit mais pourquoi donc, pourquoi tu tapes ton mari surtout dans les coucougnettes? Parce que peut-être que vous aviez envie de fonder une famille, alors pourquoi tu fais ça? Et du coup à ce moment-là Tommaso Ciampa il est triste, et du coup il voit son ami Johnny Gargano seul, et voilà, il lui tend la main, et il essaie de dire non, c'est bon, on arrête, qu'est-ce qu'on fait? On est bêtes. Et finalement, Candice LeRae, elle frappe aussi Tommaso Ciampa dans les coronesses, et à ce moment-là, Johnny Gargano il commence à rigoler, et il l'enlève, et en fait il avait une protection de coronesses. Et du coup, il a pas eu mal quand sa femme lui a tapé dans les coronesses, elle était au courant. Parce que du coup, ils étaient de mèche tous les deux. Et du coup, Johnny Gargano, il porte le Fairy Tail Ending, donc la finish de Tommaso Ciampa directement sur Tommaso Ciampa. Il me semble que c'était d'ailleurs sur les lattes en bois directement du ring, parce que voilà, le ring a été démonté, hein. Ils sont passés par toutes les étapes, ils ont fait d'ailleurs des grosses références à leur ancien combat. Et du coup, Johnny Gargano fait le tomber et gagne cet affrontement qui est du coup la fin de la rivalité entre les deux. Enfin, en tout cas, censé être la fin de la rivalité entre les deux. Et du coup, Johnny Gargano et Candice LeRae partent de l'arène vainqueurs. Johnny Gargano forcément un petit peu fatigué et mal, parce qu'il s'est pris quand même des coups pendant tout cet affrontement. Et petit clin d'œil que je n'avais pas vu au premier visionnage, mais que j'ai vu ensuite sur Twitter, c'est tout simplement qu'en fait, en partant, en allant directement vers leur voiture, on voit juste une voiture derrière qui est éclairée au niveau du passager, et en fait à ce moment là on voit Killer Kross et sa femme Scarlett Bordeaux qui sont dans leur voiture en train de regarder Johnny Gargano et Candice LeRae repartir, et j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, c'est fait d'une subtilité assez folle, parce que du coup on les voit pas directement à l'écran, c'est vraiment très très subtil comme image, vous irez regarder si vous l'avez pas vu. Mais j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, j'ai trouvé ça fabuleux. Comme quoi, WWE cette semaine, ils ont eu des coups de génie à certains moments. Et voilà, ça, du coup, on a l'impression, en tout cas, moi je comprends par ça que, du coup, la prochaine et la première, du coup, cible de Killer Kross du côté de NXT et de WWE, ça va être Johnny Gargano. Et du coup, je m'y attendais pas, mais du coup, sa femme, Scarlett Bordeaux, va être aussi impliquée. Donc j'imagine qu'on va avoir une sorte de rivalité en couple. J'espère que ça va pas être caricatural, mais je m'en fais pas trop du côté de NXT, hein, parce que généralement c'est toujours très très bien fait. Mais du coup, voilà, ça annonce vraiment du gros dans le futur. Et surtout, que va-t-il se passer? Tommaso Ciampa, qu'est donc l'avenir pour lui? Johnny Gargano, est-ce qu'il va se faire détruire par Killer Kross? Voilà, on termine sur une très très bonne note, je trouve, et surtout sur un très très bon affrontement. On se quitte ici pour cette vidéo, ce podcast de AEW et de NXT ensemble. J'essaie de faire plutôt rapide pour pas trop m'attarder, surtout parce que les deux programmes ne sont pas assez intenses cette semaine pour pouvoir se permettre de faire une réelle vidéo de plus de 30 minutes, donc quelque chose comme ça.
Voilà, je m'essaye à ce programme où on met les deux shows en parallèle, même si je l'ai pas forcément fait durant cette vidéo parce que les programmes s'y prêtent pas trop. Mais voilà, on pourrait dire en parallèle qu'il y a eu Cody et Brandi Rose qui ont terminé le show ensemble. Et du côté d'NXT, c'était Johnny Gargano et Candice LeRae qui ont terminé le show ensemble. Donc voilà, Marie et femme et Marie et femme. Et même d'ailleurs Killer Cross et Scarlett Bordeaux aussi qui ont terminé le show. Donc voilà, on a que des couples à la fin des shows. Comme quoi ça fait du bien aussi, un peu d'amour dans ce monde de brut. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo si elle vous a plu. Et aussi à commenter sur Twitter ou sur directement YouTube le show. Si jamais vous avez des retours à faire sur ce que j'ai dit, si j'ai dit des bêtises ou pas. J'ai sans doute dit des bêtises. Et on se donne rendez-vous très très rapidement pour toujours plus de catch, pardon. Sans doute la semaine prochaine pour NXT et tout le tralala. Et voilà, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous!